J'ai parcouru toute la zone, il n'y a plus de forêt classée. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a plus de forêt classée. Il faut qu'on arrête cette avancée du sel. Comme vous voyez, les puits, ils sont dangereux. On n'a aucune protection et un jour ou l'autre, ces puits vont tomber. On est en Casamance, on a un climat qui est perturbé à cause des hivernages qui sont beaucoup moins pluvieux. Bon, il y a eu des grandes sécheresses qui ont fatigué l'environnement. Bon, on voit l'état des mangroves, il y a des dizaines de milliers d'hectares qui ont disparu. Mais bon, c'est toujours une région qui a un potentiel énorme. Et dans les années 80, bon, il y a un programme qui a été mis en place avec l'aide des Chinois pour augmenter la riziculture dans la zone de la Casamance. Et donc ils ont demandé aux populations de couper les mangroves pour en faire des parcelles de riziculture. Et ça a eu un effet catastrophique. Toute cette zone que tu vois devant, c'était cultivé il y a encore quelques années en riz. Et maintenant, bon, c'est des zones qui vont être gagnées par le désert. On voit il reste quelques palmiers, ces palmiers ils vont rester là, mais il n'y aura pas de renouvellement de jeunes pépinières. Et puis en continuant de débrousser et de déforester les arbres qui se trouvent en bordure, bon, le résultat c'est que si on n'agit pas, dans quelques années, ici c'est le désert. On a mis en place des programmes de construction de digues anti-sel, en principe avec des appuis de structures qui travaillent avec le programme alimentaire mondial, avec le PAM. On a eu droit à un programme qui s'appelle Wood for Works, travail contre nourriture, donc qui devait soulager les populations qui travaillaient sur ces digues, mais ce genre d'action c'est que des problèmes, parce que le riz reste bloqué dans les structures, les gens gardent le riz, ils n'arrivent pas le riz qui est prévu pour un village, c'est jamais ça, et donc les gens se découragent et arrêtent le travail, parce que de toute façon pour travailler le ventre vide, c'est pas possible. Pour construire la digue qui devait faire 7 km et de voir qu'au bout d'1 kilomètre on a arrêté parce qu'on n'a pas de brouette, parce qu'on n'a pas de pelle, et ces outils on nous les a promis en 2004 et on les attend toujours. On peut dire que tous les programmes de digues anti-sel qui ont été mis en place dans la zone depuis quelques temps sont tous arrêtés, il n'y a aucune digue qui est fonctionnelle. On se trouve actuellement à Badiane-Coteau, c'est un quartier de Belaï, dans une zone à potentiel énorme au niveau agroforesterie. On doit voir ce qui se passe, c'est aberrant. La plupart des incendies, c'est des incendies qui sont mis par l'homme, par les chasseurs, par les apiculteurs, par les exploitants de la forêt, par des mégots, par la bêtise de l'homme. Mais c'est une catastrophe parce qu'on est dans la zone, dans le Foni-Combo, dans le département de Bignona. C'est l'arrondissement de Diouloulou qui possède le plus de forêts classées. Et j'ai parcouru toute la zone, il n'y a plus de forêt classée. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a plus de forêt classée. Il y a même des gens qui se payent des tronçonneuses pour travailler le bois et faire donc les planches et le charbon, parce que c'est une activité rentable. Pour nourrir ma famille, je n'ai rien. C'est pour cela que j'avais la machine, j'entre dans la brousse, je coupe les arbres et je vends.
Je récupère de l'argent pour nourrir ma famille. Parce que ici, si tu ne fais pas ça, tu n'avais rien. Les arbres qui devraient être à protéger, c'est les arbres qui sont exploités, hélas. Et donc, quand les gars prévoient un chargement pour la Gambie, un arbre, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait au moins 4-5 arbres qui soient coupés dans la même zone pour que le camion reparte à plein. Donc maintenant, on voit ici, il n'y a quasiment plus de grands arbres. C'est les derniers. Et puis tous ceux qui vont rester, c'est des arbres qui sont abîmés, qui ne sont pas exploitables pour faire des planches. Donc la partie du tronc, donc la grume, elle sert aux planches. Et puis la tête de l'arbre va servir à faire du bois de cuisine et du charbon. C'est triste pour moi tous les jours quand je rentre dans la forêt. Là je viens de voir à nouveau 2 caïcédras qui sont abattus. Je sais qu'il les a abattus et je ne peux même pas dire à ces personnes qu'est-ce que je peux leur dire. Je peux leur dire ne mangez pas, attendez, les moyens ils vont venir. Non, les gens ils sont obligés. On peut pas laisser sa famille sans nourriture. Et la nourriture actuellement, pour accéder à la nourriture, c'est la déforestation. Quand tu coupes le bois, tu as gaspillé la forêt. Mais que faire? Notre premier travail, ça a été de mettre en place un programme de sensibilisation dans les villages enclavés par le maquis et complètement délaissés par l'État et les bailleurs. C'est une zone de non-droit. Donc on a monté ensemble un projet pour le reboisement de 100 hectares avec l'anacardier sur 10 ans, ce qui représentait donc 10 hectares à reboiser par an. Mais donc la mobilisation à Belay et dans les 4 villages de l'Union, que sont Belay, Baline, Tandine, Dionoung et Baranlir, la mobilisation a été telle qu'en 2 mois, avant l'hivernage, qui est la période où on peut donc repiquer nos pépinières, les gens ont débroussé 40 hectares. Donc quasiment la moitié de la parcelle en 1 an alors qu'on avait 5 ans pour faire le travail. Bon, on a commencé à faire parler de nous à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'on allait voir les bailleurs et donc les bailleurs, les autorités pour expliquer ce qu'on faisait. Et donc avec les eaux et forêts, on a pu obtenir 5000 graines d'anacardier qu'on a élevées en pépinière à Belay. Alors c'est un fruit à double emploi. Avec la pomme, on fait du vin et avec la graine qu'on fait sécher, donc c'est ce qui donne la noix de cajou, qui est un produit qui est très prisé par les Indiens et donc qui a un avenir en Casamance. Ça ne demande pas un énorme travail au niveau de la récolte. Nous, le problème ici, c'est juste la difficulté pour sortir les produits pour les bandes. Une petite soif. Ce projet agroforestier a des répercussions sociales sur le village et les villages. Parce que dans l'agroforesterie, on y implique le programme de maraîchage. Donc le programme de maraîchage qui a débuté à Belay en 2003, en novembre 2003. C'était le seul village de la zone à faire du maraîchage. Donc on a débuté sans moyens. Mais sans moyens, c'était beau. On avait tellement peu de choses que c'était beau, on a réussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été suivi. Et aujourd'hui, en 2006, il y a 11 villages qui font le maraîchage. Il y a des villages qui ont été aidés par la Croix-Rouge et le CICR qui rentrent dans cette zone, qui sont les seuls à rentrer dans cette zone. Et donc beaucoup de gens veulent rentrer dans le programme de l'Union des producteurs du GIE parce que ils ont vu la réussite à Belay, ils ont vu la réussite à Balonguine, ils ont vu la réussite à Tendine. Tout le monde veut manger
et on est là pour tout le monde. Donc le programme de maraîchage, il a commencé à 15 km d'ici, à Balonguine. À Balonguine, ils ont été équipés par le CICR avec une clôture moderne, un puits qui a été creusé, un puits moderne qui a été creusé. Et nous, on leur a apporté le support technique et la motivation. Mais actuellement, avec le peu de moyens qu'on a, et le nombre de villages qu'on doit soutenir, on a été obligé de sacrifier le Belaï en tant que pépinière pour faire le travail dans les villages de l'intérieur. Ce qui fait que nos jeunes, quand ils sont arrivés à Belaï, la première chose qu'ils ont fait quand nos femmes sont sorties des rizières, ils ont préparé les planches pour les femmes. Donc pendant 2 semaines, ils ont tracé, ils ont labouré le sol, préparé les planches, repiquer les planches d'oignons, et quand nos femmes sont toutes sorties des rizières, les femmes ont repris le flambeau derrière et ils ont pu commencer à faire les pépinières de tomates. Et ce qui fait que maintenant, il y a 3 spéculations en route. Donc il y a l'oignon, il y a le djakatou et la tomate. Quand ils sont arrivés dans le jardin c'était un terrain vague. Et là aujourd'hui on voit qu'en l'espace d'1 mois et demi, on a rattrapé le temps perdu. On travaille la bio, donc depuis le début du programme, on n'a mis aucun traitement chimique. Au détriment des productions, au détriment aussi de la motivation parfois, parce que quand on a des attaques d'insectes ou même des attaques fongicides, ça crée un problème. C'est vrai qu'on peut arriver à mener une spéculation de tomates de djakatou jusqu'au début de production et avoir une attaque qui en l'espace de 2-3 jours va détruire toute la spéculation. Ce sont les villages qui se sont débrouillés pour creuser leur puits traditionnel pour pouvoir s'en servir et leur bétail aussi. On a vu ce système-là à Pouken. Un puits à Pouken pour tout le village et leur bétail. Un puits à Pouken. Sur 5 puits, il y en a 2 qui sont écroulés, donc qui sont inutilisables. Et les 3 autres, il a fallu qu'on rentre à l'intérieur, qu'on les sécurise un peu, qu'on les consolide un peu pour qu'on puisse bénéficier de l'eau. Alors, comme vous voyez, les puits, ils sont dangereux. On n'a aucune protection et un jour ou l'autre, ces puits vont tomber. Aucun puits n'est fait par l'État pour le problème hydraulique. On est là pour créer une activité qui demain soit une activité qui pousse vers l'autosuffisance. Il leur manque juste des outils. Mais comment quelqu'un peut travailler sans outils? Comment des gens peuvent-ils travailler toutes ces terres avec l'outil traditionnel, le kadienlou, les outils que vous avez vus, qui sont à nos dispositions, qui ne peuvent même pas travailler la terre une journée sans être cassés? On a notre force et surtout, nos ambitions, elles ne sont pas pour nous, elles sont pour les générations à venir.